Alors bonsoir à tous. Grand merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse d'être là. Je suis tout à fait désolée. Mais bon, c'est la vie dans notre pays. Une valise oubliée dans un TGV, on est obligé d'en prendre un autre, d'attendre une heure. Voilà, c'est les aléas de notre pays actuellement. Je suis Marie-Alette Grard, je suis vice-présidente d'ATD Quart Monde. Juste vous dire en deux mots ce qu'est ATD Quart Monde pour que vous sachiez un peu d'où je parle, qui je suis. ATD Quart Monde est une ONG qui se bat depuis 60 ans pour éradiquer la misère. Nous menons un combat politique au sens premier du terme, combat sur les droits pour éradiquer la misère. L'idée de notre fondateur, Joseph Wresinski, lui-même issu de la misère, qui est allé rejoindre des personnes qui vivaient dans un bidonville à Noisy-le-Grand, en région parisienne, il y a 60 ans, des personnes rejetées de tous. L'idée, c'était que notre société ne peut pas marcher correctement si nous ne faisons pas les choses avec les personnes les plus pauvres, car elles ont des pensées et des savoirs à nous partager. Et que sans les pensées et les savoirs des personnes les plus pauvres, ça ne peut pas marcher correctement. Notre combat, il est sur l'éducation dès les premiers temps de notre mouvement, donc depuis 60 ans. Vous le voyez sur cette diapositive, nous avions signé une plateforme en 2011 avec les principaux syndicats de l'éducation, des mouvements pédagogiques Montessori, Freinet, GFEN, Axas, et les trois principales fédérations de parents d'élèves pour dire oui, nous croyons à une école de la réussite de tous, mais voilà ce qu'il faut pour une école de la réussite de tous. Juste un petit détail, à l'époque, nous avions voulu parler de l'orientation, et je vous en parlerai à la fin de mon propos, vous verrez, j'y reviendrai. Et nous n'avions pas réussi à nous comprendre. Nous allons reprendre le travail dans quelques mois, d'ici quelques mois. Voilà, je viens vous présenter un travail que j'ai fait au Conseil économique, social et environnemental, parce que je siège au CESE, donc, qui est la 3e assemblée de notre République. Je siège au CESE au nom d'ATD Quart Monde. 3e assemblée de notre République, assez peu connue, malheureusement, mais pourtant notre démocratie peut s'honorer d'avoir une 3e assemblée consultative qui permet à la société civile de réfléchir à tous les sujets qui traversent notre société. Nous sommes 233 conseillers, nous travaillons dans diverses sections et nous travaillons sur demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, ou de nous-mêmes. Et en l'occurrence, pour ce travail, vous allez le voir, c'est un travail un petit peu atypique pour le CESE. Je vous raconte juste comment on travaille d'habitude au CESE, et puis après, on va rentrer dans ce travail précis. Au CESE, on écrit une lettre de saisine, ou le Premier ministre nous écrit une lettre de saisine. Là, en l'occurrence, nous avons écrit notre lettre de saisine, c'est-à-dire notre lettre de travail, pour dire qu'est-ce que nous allons faire dans ce travail, qu'est-ce que nous souhaitons faire. Puis nous faisons 8 à 10 auditions en section, pendant des réunions de section qui durent 3 heures. Puis le rapporteur, la rapporteure que je suis, écrit le texte et nous travaillons mot à mot ce texte pour nous mettre d'accord, en tout cas nous comprendre. Pas forcément nous mettre d'accord, parce que nous ne sommes pas forcément d'accord, mais c'est une assemblée, je dirais peut-être, contrairement au Sénat et à l'Assemblée nationale, une assemblée où nous respectons, où vraiment nous faisons attention à la parole de l'autre, nous écoutons la parole de l'autre et jamais nous n'utilisons des mots d'oiseau pour parler à l'un ou à l'autre. Pour ce travail, il est tout à fait atypique pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance que Jean-Paul Delahaye, inspecteur général, vous venez d'en parler, ancien DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire, venait de démissionner comme DGESCO et m'a demandé si nous pouvions travailler ensemble, ce qui fut fait, puisque dans sa lettre de mission, comme dans la saisine du CESE, il est écrit que nous devons travailler ensemble
Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé ensemble, ce qui a permis à Jean-Paul de venir siéger au CESE pendant tout ce travail, et moi d'aller au ministère de l'Éducation nationale pour faire des auditions avec lui et toute une équipe autour de lui. Et puis ça m'a permis, et vraiment je lui en suis gré, parce que pour une rapporteure que je suis, je n'aurais pas pu pénétrer au cœur de l'Éducation nationale comme j'ai pu le faire. Nous sommes allés dans 8 académies, assister à des heures de cours, dialoguer avec des enseignants, avec des inspecteurs, avec les recteurs, les rectrices. Voilà, c'était vraiment tout à fait passionnant. Donc vous voyez que c'est un travail atypique déjà pour la première raison, c'est Jean-Paul Delahaye. Et puis nous avons fait plus de 200 auditions, 8 à 10 auditions en section, comme d'habitude, et plus de 200 auditions privées, auxquelles étaient invités mes collègues, mais en dehors des réunions habituelles de la section. Atypique pour une deuxième raison qui me tient très à cœur. Étant vice-présidente d'ATD Quart Monde, je ne pouvais pas envisager de faire ce travail sans les savoirs, les pensées des personnes les plus défavorisées. J'ai donc proposé aux membres de la section et surtout au président de la section éducation du CESE de former en parallèle des 30 conseillers de la section. Alors, juste vous dire, les 30 conseillers de la section éducation du CESE, il y a quelques spécialistes de l'éducation dedans, mais c'est bien la société civile qui est là. C'est-à-dire, ce sont des artisans, un artisan, une personne qui représente l'artisanat, l'agriculture, les divers syndicats, le MEDEF, la CGPME, voilà, et puis des personnalités qualifiées. Donc vous voyez, des personnes très différentes. J'ai donc formé un groupe en parallèle de cette section, un groupe de 30 personnes avec 5 chercheurs, 5 enseignants, 5 acteurs de quartier. Des acteurs de quartier, ce sont des responsables de centres sociaux, des éducateurs, 5 parents solidaires. Des parents solidaires, à ATD Quart Monde, nous les appelons ainsi, parce que ce sont des parents qui ne font pas l'évitement scolaire, qui donc mettent leurs enfants dans l'école et dans le collège de leur quartier, et puis qui ont cette attention à tous les parents. Et puis 10 parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Avec ces personnes, l'enjeu était qu'ils travaillent sur les 8 à 10 auditions que nous avons fait en section, auditions de sociologues, de chercheurs, d'inspecteurs généraux, d'enseignants, de parents d'élèves et d'élèves. Donc le défi était que ce groupe de 30 personnes qui ne se connaissaient pas travaillent sur ces auditions et viennent ensuite à la section éducation au CESE présenter quelques sujets pour pouvoir travailler pendant 3 réunions de 3 heures avec les conseillers du CESE pour faire des propositions pour les préconisations de cet avis, pour faire des propositions pour cette école de la réussite de tous. Alors nous avons travaillé 7 journées complètes avec ce groupe que j'appelle le groupe croisement, parce que nous avons utilisé la technique du croisement des savoirs développée par ATD Quart Monde. Juste pour vous dire, mais vraiment en 2 mots, ce qui est tout à fait incomplet pour décrire ce qu'est le croisement des savoirs, mais quand même. Le croisement des savoirs, c'est une technique où nous travaillons une question qui nous est posée d'abord par groupe de pairs, P-A-I-R. Puis, cette question que nous avons travaillée par groupe de pairs, nous la travaillons ensemble, nous croisons nos savoirs, en écoutant chaque groupe sans réaction des uns et des autres dans un premier temps. Voilà, donc nous avons travaillé pendant 7 journées. Je ne vais pas vous raconter les 7 journées, mais vous dire que la première journée ensemble, nous avons voulu d'abord nous poser la question, qu'est-ce qu'une école de la réussite de tous pour nous? J'ai quand même oublié quelque chose, parce que je suis un peu perturbée, évidemment, d'arriver en retard. J'oublie des choses, donc je reviens un tout petit peu en arrière, et je vous dis ce qu'est une école de la réussite de tous pour le CESE, pour les conseillers du CESE.
nous nous sommes mis d'accord, bien sûr, en ayant écrit cette lettre de saisine, nous nous sommes mis d'accord sur ce qu'était une école de la réussite de tous pour nous. C'est de dire que les élèves arrivent à la fin du collège, acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et qu'ils choisissent leur orientation. Voilà ce qu'est la réussite de tous pour nous, conseillers du CESE. Donc, pour ce groupe croisement, nous avons demandé à ce groupe, par groupe de pairs, réfléchissez, qu'est-ce que la réussite de tous pour chacun de vous? Certains nous ont fait un théâtre, image, etc. Je ne vais pas vous raconter dans les détails. Mais les parents qui vivent dans la grande pauvreté nous ont dit, nous n'avons qu'une phrase à vous dire. Qu'au moins nos enfants sachent lire et écrire. Qu'au moins nos enfants sachent lire et écrire. Voilà bien la base de notre travail. Parce que si parfois on ose parler de parents démissionnaires, de parents éloignés de l'école, Jean-Paul Delahaye, qui utilise beaucoup d'humour dans ses présentations, dit souvent que c'est l'école qui s'est éloignée des parents. Mais c'est assez vrai. Moi, je dis en tout cas que tous les parents veulent la réussite de leurs enfants à l'école. Tous les parents y sont très attachés. J'y reviendrai bien plus en détail ensuite. Mais tous les parents veulent la réussite de leur enfant à l'école. Certains n'ont pas du tout les codes, certains ont très peur, mais ils sont aussi motivés que les autres. Alors ce travail en groupe croisement a donné, a produit beaucoup de réflexions et a produit 6 sujets que nous sommes venus présenter, travailler avec les 30 conseillers de la section éducation que vous voyez ici, mélangés avec les personnes du groupe croisement. Je vous donne d'abord les 6 sujets que nous avons travaillés pendant ces 3 réunions. Climat de confiance et coopération entre élèves. À l'arrivée à l'école maternelle. Parler de la vie des plus pauvres. Formation des enseignants et autres personnels de l'école. Parents et école. Et puis le dernier sujet qui peut paraître étrange, et pourtant ça ne se fait pas. Oui, parce que pendant 2 journées, nous avons sur un mur aussi grand que celui qui est derrière moi, mis toutes les idées que nous avons retenues de toutes ces auditions, parce qu'il existe bien dans notre pays des écoles et des collèges où la réussite de tous est déjà en marche. Et franchement, il y a de quoi être optimiste. Ce ne sont pas des militants fous, ces enseignants que nous sommes allés rencontrer, mais ce sont des enseignants qui ont cherché comment permettre la réussite des élèves de leur classe, de leur établissement. Alors, ce travail en groupe croisement, du groupe croisement avec la section éducation n'a pas été facile. Comme ça n'est pas facile dans notre société, parce que nous ne sommes pas habitués à travailler ensemble. Mes collègues conseillers du CESE, qui ont la parole assez facile, ont eu des attitudes comme pourraient avoir, je ne sais pas moi, des collégiens, lorsqu'ils sont déroutés par un sujet. Alors on est dissipé, on discute avec son voisin, on rigole, ou alors on est agressif. Voilà, la méthode de travail que nous leur avons proposée, qui est plutôt une méthode coopérative, méthode de la pédagogie, de la coopération, les a déroutés pour la plupart. Un de mes collègues qui est enseignant m'a dit, écoute, la pédagogie de la coopération, j'en entends parler depuis longtemps, je ne l'avais jamais pratiquée, c'est très intéressant, mais ça m'a particulièrement dérouté. Voilà, tout ça pour vous dire que, comme dans la société, on ne se connaît pas et on croit qu'on peut travailler ensemble, mais il faut du temps pour travailler ensemble, il faut du temps et des conditions. Donc les 3 réunions étaient nécessaires. Au bout de la 2e, nous avons commencé à vraiment bien nous comprendre et oser travailler ensemble et partager.
Et voici ce que dit un de mes collègues syndicalistes à la toute fin de notre travail, en séance plénière, lorsque nous avons présenté ce travail en séance plénière. Ensuite, mes collègues ont droit à chacun, les collègues de la section ont droit chacun à 3 minutes pour dire ce qu'ils pensent de ce travail. Alors je vous donne un tout petit, je ne vous donne pas les 3 minutes, hein, mais juste ce qu'il dit sur ce travail avec ce groupe Croisement. Il faut d'abord faire se rencontrer et travailler ensemble tous les acteurs internes et externes de l'école. Après un temps de méfiance réciproque, comme dans la vie des écoles, la confiance s'est instaurée. Les personnages sont devenus des personnes vivantes, aux prises avec les réalités de l'école. Personne n'a parlé au nom des personnes en situation de pauvreté économique et culturelle. Ce sont eux qui se sont exprimés et leurs propos devenaient clairs pour tous. Les prérequis de l'inclusion sont donc possibles. Le croisement de tous les acteurs de l'école est possible. Ce sont les premiers pas qui sont difficiles pour faire tomber les murs de la méfiance. Voilà. Je veux ajouter pour cette diapositive que ce travail avec ce groupe Croisement et avec la section éducation, avec ce groupe, nous a permis d'écrire des choses dans cet avis que nous n'aurions pas pu écrire. Je pense que d'avoir eu ces heures partagées ensemble sur ce sujet de l'école de la réussite de tous nous a permis, par exemple, de mettre les parcours scolaires des enfants des milieux particulièrement défavorisés, des enfants des parents qui ont travaillé avec nous dans ce groupe Croisement. Ils sont édifiants, ces parcours scolaires. Aucun d'entre eux n'a un parcours scolaire normal. Ils ont tous un parcours scolaire soit dans des filières spécialisées, soit dans des filières du handicap. Et vous le verrez en les lisant, si par hasard, au cours de leur scolarité, ils rencontrent quelqu'un qui tout à coup leur permet de rentrer dans les apprentissages, eh bien, ils y rentrent, et là, tout d'un coup, les portes s'ouvrent, mais c'est exceptionnel. Et on ne peut que leur souhaiter qu'arriver à l'âge adulte, c'est le cas de quelques-uns, mais pas tous, ils rencontrent des adultes qui leur permettent de développer leur intelligence, parce que, oui, ils sont intelligents comme tout un chacun, simplement, on ne leur a pas permis, mais je n'accuse personne lorsque je dis ça, on ne leur a pas permis de développer leur intelligence. J'ai absolument pas pris de temps à côté de moi. Vous me direz, parce que, voilà, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous me donnez pour parler. C'est bien que je sache juste, excusez-moi, mais... Encore demi-heure, hein. Parfait, voilà. En fait, je vois l'heure là à côté, donc c'est parfait. Avant de vous donner des points plus optimistes, parce que ce travail est optimiste, mais Jean-Paul Delahaye devait être là aujourd'hui avec nous, donc je vais quand même détailler un petit peu plus le constat que je fais d'habitude, parce que lui le fait beaucoup plus détaillé que moi. Dans cet avis, nous ne faisons pas un constat très détaillé de l'état de l'école de notre pays, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui font le constat de l'école de notre pays. Lisez le rapport de Jean-Paul Delahaye, qui est un peu épais, mais qui est passionnant. Mais quand même, il y a dans notre école 3 millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté. 1,2 million, je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vous rassure. 1,2 million qui vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, ça veut dire vivre de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, bien souvent. Ça veut dire ne pas avoir de lieu pour se poser tranquillement le soir après l'école, pour pouvoir raconter tranquillement le soir ce qui s'est passé à l'école la journée. Alors,
quelques points. Souvent, lorsque il y a concentration d'enfants en difficulté dans les classes, les enseignants, ce qui est un réflexe qui peut se comprendre, ont tendance à vouloir baisser le niveau d'apprentissage en se disant « comme ça, je vais pouvoir atteindre tous les enfants de la classe et ils vont tous pouvoir me suivre ». Et ça, c'est Agnès Van Zanten, une sociologue, qui le dit dans ses travaux de nombreuses fois, c'est tout à fait dommageable. Il ne faut pas baisser le niveau lorsque l'on a des enfants en difficulté dans la classe. C'est dommageable pour ces enfants, c'est dommageable pour les autres enfants. Baisser le niveau parce que l'on imagine que l'on va, de ce fait, permettre à tous les enfants d'entrer dans les apprentissages, ne permet pas plus à tous les enfants d'entrer dans les apprentissages. Garder le niveau voulu pour ce niveau de classe dans lequel on enseigne est très important parce qu'en fait, on finit, évidemment avec les pédagogies adaptées, mais j'y reviendrai, on finit par entraîner tous les enfants au niveau que l'on souhaite. Nous avons, avec ce travail, eu la confirmation pour la responsable d'ATD Quart Monde que je suis, étant depuis plus de 30 ans auprès de personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Je vois bien les parcours scolaires de leurs enfants. Mais nous avons eu la confirmation par des notes officielles de la DEP, la Direction à la prospective de l'éducation nationale, qui dit qu'il y a 76% d'enfants de milieux défavorisés en ULIS, donc en école élémentaire, dans les filières que l'on pourrait appeler spécialisées de l'école élémentaire. Il y en a 84% de milieux défavorisés en SECPA. À ce moment-là de mon propos, en général, Jean-Paul Delahaye dit « Est-ce que vous croyez que l'on est plus bête lorsqu'on est pauvre ?» Non, c'est un trait d'humour ce n'est pas drôle, mais c'est une question que nous devons nous poser, que notre école doit se poser, que nous devons tous nous poser et que je vous poserai à la fin, que je mettrai sur la table bien plus précisément à la toute fin de mon propos. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Ce n'est pas possible que 84% d'enfants de milieux défavorisés soient en SECPA. Je n'ai rien contre les SECPA, après tout. Si elles permettent à certains enfants d'être orientés dans un choix vraiment, dans quelque chose qu'ils ont choisi et dans des filières qui ensuite vont leur permettre d'avoir un métier entre les mains, d'être un citoyen debout, heureux dans son métier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faut que ça change. Il y a des écarts dans notre pays trop importants. Je réfléchis à ce que je veux vous dire derrière. Nous avons été interpellés lors de ce travail, une dernière chose sur le constat, nous avons été interpellés lors de ce travail par les responsables des IME, des instituts médicaux éducatifs, qui nous ont dit, comme on voit que vous faites ce travail, nous vous interpellons parce qu'il y a dans nos établissements trop d'enfants qui sont handicapés de la pauvreté, mais qui ne sont pas vraiment handicapés. Nos IME débordent d'enfants qui sont handicapés de la pauvreté. Et de ce fait, nous ne pouvons plus accueillir des enfants qui sont réellement handicapés. Ça rejoint le point précédent que je développais avec les SECPA, mais je vais y revenir. Sur cette diapositive, je vous fais une sorte de condensé de ce que pourrait être une école de la réussite pour tous. Voilà, parce que
depuis mai 2015, je parcours la France avec bonheur. Je suis invitée partout et franchement, ça me fait très plaisir d'aller en parler partout. Et du coup, très souvent, dans les premières questions, on me dit « Mais dites-moi, dites-nous les points qui permettent la réussite de tous. » Alors voilà, je vous l'ai dit. Et je vous les développe après, je vous les développe maintenant et je vous les redévelopperai encore un peu après pour certains dans le détail. Le premier point, c'est que les enseignants travaillent en équipe. C'est vraiment, vraiment essentiel. Toutes les écoles où nous sommes allés avec Jean-Paul Delahaye, toutes les classes que nous avons visitées, celles qui sont dans cette démarche de la réussite de tous pour leurs élèves, ce sont des enseignants qui travaillent en équipe, qui font de l'analyse de pratique, j'y reviendrai, mais voilà, qui travaillent en équipe. Toutes les pédagogies ne se valent pas pour permettre la réussite de tous. Il y a des pédagogies qui permettent davantage la réussite de tous. La pédagogie de la coopération, la pédagogie différenciée, la pédagogie explicite, j'y reviendrai aussi, mais vraiment, c'est important. Alors évidemment, c'est une question de formation. Il s'agit de former les enseignants à ces pédagogies pour qu'ils puissent les utiliser dans leur classe. Que tous les parents soient accueillis à égalité à l'école. Là, je vais me permettre d'être un peu plus longue, parce que sans doute j'ai plus de légitimité. Je ne suis pas moi-même enseignante, donc en tant que parent d'élèves, j'ai plus de légitimité à vous parler de ça. Mais, je vous le disais au début de mon propos, il y a des parents qui n'ont pas les codes de l'école ou qui ont eu un parcours scolaire trop difficile pour oser retourner à l'école avec plaisir, avec bonheur, pour accompagner leurs enfants avec bonheur à l'école. Nous avons donc rencontré avec Jean-Paul des écoles et des collèges où les enseignants se sont dit, sans doute, pour que tous les enfants rentrent vraiment dans les apprentissages, pour que nous arrivions à cette réussite de tous, il faut que nous arrivions à accueillir tous les parents. Alors ils ont mis en place des moments d'apprentissage. C'est pas tous les enseignants de l'école, ce ne sont pas tous les enseignants des classes du collège non plus, c'est 1 ou 2 enseignants dans chaque établissement qui se sentent à l'aise pour pouvoir accueillir les parents pendant un moment d'apprentissage. Il s'agit d'accueillir 2 parents, 2 familles pendant une demi-heure, pendant un moment d'apprentissage dans la classe. Apprentissage de la lecture, apprentissage de l'écriture, du calcul, peu importe, de la géographie, peu importe. Les parents sont invités. J'insiste un peu dans le détail parce que les détails sont importants pour les parents, pour les faire venir. Parce que dans ces cas-là, ceux qui nous ont raconté cette expérience-là, ils sont tous venus, les parents. Et croyez-moi, que les parents viennent tous, c'est quand même assez étonnant. Que les parents, que les mamans viennent toutes, d'accord, mais que les papas et les mamans viennent tous. Voilà. Ils sont donc tous venus, ils ont été invités par une petite carte qui leur spécifiait bien les horaires. Vous venez pour une demi-heure, vous serez dans la classe, vous assisterez sans pouvoir parler. Nous aurons 5 minutes à la suite de cette demi-heure. C'est l'enseignant et le parent, les parents qui ont 5 minutes pour pouvoir dialoguer à la suite de cette demi-heure de ce qui s'est passé pendant cette demi-heure de la classe. Eh bien, cette demi-heure-là, ça produit beaucoup de choses. Pour les parents, ça leur permet d'être reconnus dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant. Et ça, c'est un premier point très important. Ça peut paraître banal, mais c'est pas si souvent. Quand la première fois, un parent est convoqué à l'école et non invité, quand il est convoqué, il n'est pas reconnu comme le premier éducateur de l'enfant. Voilà, là, il est reconnu dans son rôle de premier éducateur de l'enfant et pour la première fois aussi, souvent,
il se retrouve en dialogue d'adulte à adulte avec l'enseignant. Ce dialogue d'adulte à adulte est très important pour le parent, pour être reconnu par son enfant comme, voilà, mes parents sont capables de dialoguer d'adulte à adulte avec l'enseignant, tout se passe bien. C'est très important aussi pour le parent, en tout cas pour ceux de milieux très défavorisés que je connais bien, de comprendre quelques codes de l'école, de comprendre ce qui se passe dans une classe de l'école et de ce fait d'oser, à partir de ce moment-là, oser poser des questions le soir à la maison à son enfant. Parce que sinon, il y a trop de parents qui n'osent pas poser de questions à leur enfant, de peur d'avoir l'air ridicule, de peur d'être complètement décalé par rapport à ce qui se passe dans la classe de l'enfant, de peur de ne pas avoir le langage qui est employé à l'école avec son enfant. Ça va permettre ensuite aux parents de pouvoir lui poser des questions, même si c'est une demi-heure sur l'année, ça permet de poser des questions tout le long de l'année sur « tu te rappelles, on avait vu ça ». Voilà, ça met vraiment quelque chose en route. Et puis, très important pour l'enfant, le conflit de loyauté, c'est quelque chose dans la tête de l'enfant qui bloque les apprentissages. On ne comprend pas cet enfant qui ne veut rien apprendre, qui a l'air de ne rien comprendre, qui ne veut pas rentrer dans les apprentissages. Très souvent, trop souvent, c'est le conflit de loyauté qui l'empêche de rentrer dans les apprentissages. Le conflit de loyauté, c'est lorsque l'enfant s'entend de différence entre ce qu'il vit à la maison et ce qu'il vit à l'école, entre le langage qu'il entend à la maison et le langage qu'il entend en classe. De ce fait, il bloque les apprentissages parce qu'il a peur de trahir ses parents en rentrant dans les apprentissages à l'école. Il a peur de trahir ses parents. Eh bien, les enseignants qui ont fait ce temps avec les parents me disent que bien souvent, quelques semaines plus tard, les enfants qui étaient bloqués dans leurs apprentissages, ça se débloque petit à petit. C'est pas magique, mais ça se débloque petit à petit. J'y reviendrai dans le slide sur les formations, mais former les enseignants à la connaissance des différents milieux sociaux, c'est absolument, absolument essentiel. Je suis depuis 30 ans aux côtés des personnes les plus défavorisées et je peux vous dire que régulièrement, leurs réactions m'étonnent, me surprennent, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités au quotidien de la vie. Et du coup, nous n'avons pas les mêmes réactions au quotidien de la vie. Donc c'est vraiment important. Alors je vais faire ma publicité, parce que nous l'avons développé avec Canopé Rennes, mais nous avons fait un outil de formation avec Canopé Rennes, dont je peux vous fournir le lien, tout ça. C'est vraiment un outil important qui permet de comprendre ce que vivent les personnes en grande pauvreté, qui permet de comprendre les réactions des enseignants. Voilà, il y a des vidéos des enseignants, des parents, il y a des textes, etc. Et puis, pour cette école de la réussite de tous, il faut absolument une gouvernance bienveillante et exigeante. J'y reviendrai, c'est à la toute fin de mon propos. Dans cet avis, nous faisons 59 préconisations. Nous faisons, après avoir raconté nombre de lieux où nous sommes allés, et je suis désolée parce que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter tous les lieux où nous sommes allés, et c'est souvent la question qu'on me pose, mais donnez-nous des exemples de lieux qui marchent. Et moi je réponds, lisez cet avis et vous verrez des exemples de lieux qui marchent. Je trouve plus intéressant de vous dire quelques points qui me semblent quand même assez importants. Donc nous faisons 59 préconisations, dont une vingtaine en commun avec Jean-Paul Delahaye. Je veux dire qu'il y en a bon nombre qui sont reprises par les recteurs
des différentes académies de notre pays. Alors je ne saurais pas vous dire, parce que c'est pas bien, mais j'ai pas pris le temps, avant de venir ici, de savoir combien le recteur de votre académie en a repris, mais je ne doute pas un instant qu'il en a repris dans le plan académique qui est en route sur votre académie. Je peux juste dire, parce que ça m'a frappé, je suis allée au mois de juin à Mayotte qui est dans une situation, 101e département français, c'est une situation tout à fait particulière. Et la vice-rectrice a repris plus d'une trentaine de nos préconisations dans son plan académique. Voilà. Donc dans nos préconisations, nous parlons de la maternelle. Parce que dans ce travail, nous parlons de l'école obligatoire, a priori. Donc là, nous débordons un peu sur la maternelle, après avoir entendu Madame Viviane Bouys, inspectrice générale, spécialiste de l'école maternelle, qui nous a dit, par exemple, qu'il y a 1000 heures d'écoute, d'histoire, d'écart entre un enfant de milieu défavorisé et votre enfant et mon enfant. 1000 heures d'écoute, d'histoire, d'écart lorsqu'ils arrivent à la maternelle à 3 ans. C'est énorme. Alors je suis tout à fait persuadée que l'école ne pourra pas tout, mais l'école peut. Elle ne pourra pas rattraper forcément tout cet écart énorme, mais l'école peut permettre à l'enfant de développer son intelligence à égale dignité les uns des autres. Les nouveaux programmes de maternelle vont dans ce sens. Ce sont des programmes qui sont beaucoup plus centrés sur le développement, la socialisation de l'enfant, le développement « qui suis-je ? Qui suis-je avec les autres ? Comment je fais pour interagir avec les autres, etc. » Enfin, je ne vais pas vous détailler les programmes de maternelle, mais comme je siège au Conseil supérieur des programmes, évidemment, au passage, je parle toujours un peu des programmes. Organiser des rencontres et des formations entre acteurs de l'école et autour de l'école. Très important. Je vous disais tout à l'heure, former les enseignants à la connaissance des différents milieux. Une première chose que nous préconisons, que préconise Jean-Paul Delahaye, c'est que les enseignants, lorsqu'ils arrivent, les chefs d'établissement, les enseignants, lorsqu'ils arrivent dans une école d'un quartier où très souvent ils n'habitent pas. C'est comme ça maintenant, il se trouve que les enseignants enseignent dans des quartiers où ils n'habitent pas. Peu importe. Mais qu'ils soient pris le temps d'une demi-journée, une matinée ou une après-midi, ou avec un élu, des élus du quartier, avec des parents d'élèves, avec des acteurs du quartier, centre social, éducateurs. On va parcourir le quartier pour connaître ce quartier où l'on va enseigner, comprendre ce quartier où l'on va enseigner, comprendre où les enfants que l'on va avoir toute la journée dans la classe ont des lieux ou n'ont pas de lieux pour jouer, ont des possibilités ou n'ont pas de possibilités d'aller dans une bibliothèque, etc. Comprendre dans quoi vivent les enfants que vous allez avoir toute la journée dans les classes. Nous parlons des espaces parents qui sont préconisés, recommandés par le ministère depuis octobre 2013, mais que ces espaces parents dans les écoles et dans les collèges soient animés par un éducateur de la ville, mais pas par un parent, pas par un enseignant. Ça change tout. Ça permet d'accueillir vraiment tous les parents, que cet espace parent ne soit ouvert que 2 ou 3 heures par semaine, c'est bien, ça suffit, mais qu'il soit animé par une personne extérieure à l'établissement et qui a une formation dans l'animation, c'est vraiment là l'essentiel.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, toutes les pédagogies ne se valent pas pour la réussite de tous. C'est vraiment très important. Avec Jean-Paul Delahaye, nous avons vu le pire comme le meilleur. Alors, je vais vous raconter le pire et le meilleur, pour vous donner un exemple des pédagogies. Moi, je suis quelqu'un de résolument optimiste. Nous arrivons dans cette classe d'une école d'un quartier particulièrement défavorisé d'une ville dans l'ouest de la France. Il y a 17 élèves dans cette classe de CE2. L'enseignante les a répartis par table de 4. Nous nous asseyons au fond de la classe. Je dis à Jean-Paul, par table de 4, génial, ça doit être la pédagogie de la coopération. Elle a dû mélanger les élèves. Voilà. Il me dit, attends, on va voir. Voilà, nous passons 1 heure à regarder comment ça se passe dans la classe. Et c'est intéressant parce que entre un inspecteur général de l'éducation nationale et la photographe que je suis, qui a eu un parcours scolaire plutôt agité, j'étais totalement infernale à l'école, donc j'ai passé beaucoup de temps, en tout cas dans mon parcours scolaire, à regarder les murs des classes pour me distraire et pour lancer mon imagination. À la fin de l'heure, nous allons voir l'enseignante et Jean-Paul lui dit « Vous nous expliquez comment vous avez réparti les enfants ?» Alors, nous dit-elle, là ce sont les meilleurs, là ce sont les moyens, et pour cela, c'est fichu. Nous étions au mois de novembre. Voilà, ça fait mal, hein. Alors on lui dit, mais quand même, 17, avec la pédagogie de la coopération, ça serait génial, quoi. On a déjeuné ensemble, après, j'ai essayé de la convaincre. Je sais pas si on l'a convaincue. J'aimerais bien y retourner d'ailleurs, pour savoir si on l'a un peu convaincue. Sur les murs de la classe, parce que ça, Jean-Paul ne l'avait pas vu, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, mais regarde les murs. Il n'y avait que des consignes. La consigne de comment tenir son stylo, comment former la lettre, comment former le chiffre. Infernal. Je vous dis, pour la photographe que je suis, il n'y avait pas une photo, il n'y avait pas une carte de géographie. Vous vous rappelez les cartes de géographie qui nous font rêver dans les classes, là? Voilà. C'est dur. Alors c'est dur dans ces quartiers-là, parce qu'elle a 17 enfants qui vivent des réalités très dures. 17 enfants, toutes de familles très défavorisées. Son quotidien est dur. Je l'entends très bien, mais il faut soutenir ces enseignants pour qu'ils osent travailler avec le collègue d'à côté, pour qu'ils osent aller demander à aller voir la classe du collègue d'à côté, pour comprendre comment il arrive à faire, justement, pour faire travailler, comme dans cette école parisienne où ils utilisent la pédagogie de la coopération, exemple plus joyeux, plus entraînant. La pédagogie de la coopération est utilisée à longueur de temps, à longueur d'année, et ils mélangent les CM2 avec les CE2 pour un exercice de calcul mental. Exercice de calcul mental de CE2 et de CM2. Nous sommes au mois de décembre. 15 plus 5. Tout va bien. Le CM2 éventuellement soutient le CE2, mais il trouve le résultat. Deuxième exercice. Je ramasse les copies dans 5 minutes. 35 fois 25. 35 fois 25. Des CE2 avec des CM2 qui font cet exercice en calcul mental, hein. Ils y arrivent tous. Parce que depuis le début de l'année, l'enseignant leur a donné des exercices petit à petit, un petit peu plus difficiles, leur a donné quelques techniques et a mélangé sans cesse les enfants par groupe de 2, CE2, CM2, en difficulté, pas en difficulté, etc. Et on prend le temps que chaque binôme y arrive et que chaque binôme puisse dire «
Voilà comment nous y sommes arrivés. Ça donne des enfants qui sont heureux d'apprendre et surtout fiers d'apprendre. Parce que la pédagogie de la coopération, on l'utilise dans toutes les matières. Et un enfant qui a des difficultés en maths n'aura pas forcément de difficultés en sport ou en géographie. Et il pourra apprendre à son copain bien des choses avec cette pédagogie de la coopération dans une autre matière. La formation. Rappelons-nous un instant, parce que dans notre pays, on a souvent la mémoire un peu courte. Rappelons-nous un instant qu'on avait supprimé la formation. La formation est revenue. Alors évidemment, dans une SP, oser dire ça, je vais le dire quand même, la formation est revenue. Ce n'est pas encore forcément la panacée, parce qu'il faut du temps pour remettre en place une formation des enseignants qui soit vraiment à la hauteur des enjeux de notre école. Les enjeux de notre école, c'est de ne plus avoir d'enfants en échec scolaire qui sortent du collège. Il y en avait 150 000 il y a 5 ans, il y en a encore 100 000, et c'est 100 000 de trop qui sortent du collège sans rien dans les mains. La formation des enseignants à la connaissance des différents milieux, comme je vous le disais tout à l'heure, la formation des enseignants avec les différents personnels de l'école. Nous le vivons régulièrement, nous, à TD Quart Monde, parce que nous proposons des formations comme ça dans les écoles. Nous appelons ça des co-formations dans les écoles et dans les collèges, des co-formations de personnel du collège avec les enseignants, avec la direction du collège, pour se former ensemble. La formation entre pairs, j'en parlais à l'instant, pouvoir prendre le temps d'aller dans la classe de l'autre, pouvoir prendre le temps ensemble d'analyser les pratiques, de discuter sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pouvoir se soutenir, voilà. Formation à l'analyse de pratique. L'analyse de pratique, j'en parle là très rapidement, mais l'analyse de pratique, il y a vraiment une formation pour faire l'analyse de pratique. Voilà, je ne vais pas être tellement plus long parce que je voudrais que nous ayons le temps de parler. Alors, je vous le disais, une gouvernance bienveillante et exigeante, c'est essentiel pour cette école de la réussite de tous. La gouvernance, ce sont les chefs d'établissement, ce sont les inspecteurs. C'est elle qui est responsable de l'essaimage de l'école, de la réussite de tous. Nous faisons dans ce travail, Jean-Paul et nous au CESE, une préconisation qui est de dire que si nous demandons aux enseignants de travailler en équipe, nous demandons que l'inspection des enseignants ne soit plus une inspection individuelle, mais soit une inspection d'équipe. Ça nous semble très important. Alors, je vous avais dit que je terminais... Attendez, parce que, évidemment, j'ai l'habitude de projeter avec mon ordinateur qui me fait des petits rappels quand j'arrive sur tel ou tel diapo. Voilà, parce que je ne regarde jamais mes papiers. À la suite de ce travail, parce que, voilà, ce travail a été présenté en mai 2015 au CESE, je continue de le présenter partout en France, parce qu'il s'agit que les enseignants s'emparent de ces préconisations, que les parents d'élèves s'emparent de ces préconisations. Mais à la suite de ce travail, et pour tenter d'éradiquer cette fatalité de l'orientation des enfants de milieux défavorisés vers les filières spécialisées et vers les filières du handicap, nous avons décidé de démarrer et de faire des auditions un peu partout en France, de professionnels, d'enseignants, de médecins scolaires, d'assistantes sociales, de parents d'élèves sur cette problématique de l'orientation dès le plus jeune âge. Nous faisons donc des auditions partout. Nous commençons à travailler avec un chercheur de Montpellier, Sylvain Connac, qui commence à réfléchir avec nous à partir de toutes ces auditions. Et comme nous l'avons fait en 2010-2011,
nous allons travailler avec nos partenaires, que sont les syndicats, les principaux syndicats de l'éducation, que sont les mouvements pédagogiques que je vous ai cités au début de mon propos, que sont les 3 fédérations de parents d'élèves, mais également la DGESCO, la direction donc au ministère, Direction générale de l'enseignement scolaire, et puis 2 académies au moins qui sont partantes pour réfléchir avec nous sur cette orientation dès le plus jeune âge des enfants de milieux défavorisés. Voilà, et nous espérons bien pouvoir proposer des nouvelles choses pour que ça change, pour que ce système scolaire qui s'est malheureusement surmédicalisé depuis 15 ans, 10, 15 ans, change pour permettre vraiment la réussite de tous à égalité. Voilà. Je ne vous ai pas amené autant d'avis que vous êtes là, parce que c'est un peu lourd et que je ménage ma colonne vertébrale, mais je vous laisse mon mail sur la diapo, là, et vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et je vous le fais envoyer, je vous en fais envoyer autant que vous le voulez. J'ai aussi pris ce principe parce que je ne tiens pas à ce qu'on diffuse comme ça, en grand nombre, comme si c'était un tract. Je tiens à le diffuser à des personnes qui ont envie de le lire. Voilà, c'est aussi ne pas gâcher l'argent public, puisque c'est le CESE qui imprime et qui diffuse. Voilà, je suis à votre disposition pour dialoguer et discuter. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Madame la Vice-présidente, vous nous avez fait plonger au cœur des apprentissages, au cœur des représentations et au cœur de notre métier. Alors, pour illustrer ce que vous avez dit, j'ai repris 3 tableaux que vous connaissez bien, qui sont dans ce rapport donc, de l'inspecteur général de l'AE, oui, tout à fait, qui sont pour moi extrêmement importants. Et quand j'ai eu la chance chaque année, je fais la pré-rentrée dans un établissement, je l'ai fait avec ma collègue de PS dans le nord de Dordogne, et je présente toujours ces tableaux parce qu'ils sont extrêmement impressionnants. Vous avez là la proportion des élèves en retard à l'entrée en 6e selon l'origine sociale. En retard à l'entrée en 6e. Donc vous voyez que les enfants d'inactifs sont pour 26% en retard à l'entrée en 6e. Et seulement 2,9% des enfants d'enseignants. Intéressant. Les enfants d'enseignants sont moins en retard que les enfants de cadres. Intéressant. Maintenant, en 3e, 41% des enfants d'inactifs sont en retard. On redoublé au collège. Pour les enfants d'enseignants, on est passé à 7,2%. C'est-à-dire que le collège, loin de rattraper les inégalités, les creuse encore. Et enfin, juste pour terminer, le tableau dont parlait Madame la Vice-présidente tout à l'heure, donc l'origine sociale des élèves à l'entrée en 6e à la rentrée 2014. Donc, les enfants d'ouvriers, vous le voyez, sont près de 40% donc en SECPA. Intéressant ça aussi. Et donc, c'est ce que dit Monsieur l'inspecteur général, est-ce que la pauvreté donc, est une maladie? Le rapport de l'inspecteur général de l'AE reprend en effet certaines des propositions. Et on a des choses tout à fait intéressantes pour nous. L'idée de concentration des efforts et des moyens. Concentrer les efforts et les moyens de l'éducation nationale. Politique globale pour une école inclusive, vous en avez parlé. La politique de formation et de gestion des ressources humaines, et là, on est là pour ça, précisément. Et puis, vous en avez également longuement parlé, l'alliance éducative entre l'école et ses partenaires. Donc nous sommes dans une dynamique dans votre discours qui est tout à fait important pour nous. Et lorsque l'inspecteur général de l'AE était venu présenter avec vous son rapport à l'ESN, à l'École supérieure d'éducation nationale,
on avait eu véritablement dans l'assistance un grand intérêt. Et on a tous, en sortant de votre exposé, nous sommes tous allés sur Internet pour charger ce rapport-là, parce que ça a été un électrochoc pour nous. Alors, depuis que vous avez fait ce travail-là, vous continuez à aller dans les classes, est-ce que vous voyez une évolution ? Alors, je ne continue pas à aller dans les classes, je continue à aller le présenter. Hein. Donc, oui, moi, je sens une évolution, je vais vous dire. Je suis allée tout à fait régulièrement l'année dernière dans des écoles en REP+, donc dans des quartiers plus défavorisés. Je ne supporte pas qu'on dise des quartiers difficiles, je m'excuse, mais moi, j'habite dans un quartier comme ça, et je ne supporte pas qu'on dise que mon quartier est difficile. Donc je veux bien qu'on dise que mon quartier est défavorisé, mais il n'est pas difficile. Donc je suis allée tout à fait régulièrement en Seine-Saint-Denis l'année dernière dans des REP+, et j'ai senti qu'un certain nombre de mesures qui sont prises et qui permettent aux enseignants d'avoir un enseignant supplémentaire par école pour pouvoir réfléchir à mettre des choses en place, avoir ce coordonnateur REP qui est là pour les soutenir et pour réfléchir ensemble, ça change vraiment les choses. Franchement, je veux juste rajouter une chose à ce que vous venez de dire, c'est que à niveau égal, à capacité égale, par rapport au tableau que vous venez de projeter, un enfant d'enseignant et un enfant de milieu défavorisé n'aura pas la même proposition d'orientation à la fin de troisième. C'est-à-dire qu'un enfant d'enseignant à la fin de troisième, s'il a 10 de moyenne, on va lui proposer d'aller en seconde générale. Et un enfant de milieu défavorisé en fin de troisième, qui a la même moyenne, on va lui proposer d'aller en lycée professionnel. Ce n'est pas juste moi ou Jean-Paul Delehaye qui le dit, le dernier rapport du CNESCO le dit aussi. Hein, voilà. Tout à fait. C'est important que oui, tout à fait. C'est comme des idées reçues que l'on a. On se dit, de toute façon, il n'aura pas les moyens intellectuels de suivre en seconde générale, puisqu'il vient de milieux défavorisés. En gros, c'est quand même ça qu'on a au fond de soi. Voilà. Alors on a le recteur Marois, que vous connaissez bien, qui est maintenant recteur de l'Académie de Nantes. Et quand il était recteur de l'Académie de Bordeaux, on avait fait les corps d'inspection avaient réalisé des audits sur le passage en seconde GT. Oui. Parce que nous avons des lieux dans l'Académie, bon, on pense au Blayais, on pense au nord de la Dordogne, des zones comme ça, dans lesquelles les enfants sont précisément orientés plutôt en lycée professionnel qu'en lycée général et technologique, alors qu'ils ont tout à fait les possibilités, parce que là aussi, il y a des méconnaissances des métiers, il y a des méconnaissances, et puis il y a en effet ce doute, et cette sorte d'impuissance acquise. Excusez-moi, vous avez projeté tout à l'heure le film qui a été fait dans un collège par ici, hein, oui. Avec Madame Dugrip. Oui, tout à fait. Je les ai rencontrés, ces élèves. Ils étaient heureux. Des élèves heureux d'avoir fait un tel projet, heureux et fiers. Ils sont venus discuter avec nous au soir, je crois que c'était le 27 mai, je dois me rappeler de cette date du Panthéon, ça m'a quand même pas mal marqué. Au soir du 27 mai, ils sont venus discuter avec nous. Et franchement, je dois dire que j'étais aussi fière qu'eux, parce que voir des élèves de différents milieux comme ça, de milieux sociaux plutôt défavorisés, être fiers de leur travail, ça fait vraiment plaisir. On se dit que là, voilà, c'est un travail réussi. Avez-vous des questions, des commentaires? Voulez-vous prendre le micro que je vous tends? Bonjour, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit presque en dernier, là, quant au préjugement que l'on a sur l'orientation d'un élève en fin de troisième. Je pense que c'est peut-être un peu rapide de l'analyser comme ça. Je ne suis pas sûr que dans cette posture-là, moi, je préjugerais de sa capacité intellectuelle. Par contre, je préjugerais de la capacité de son contexte de vie à le soutenir dans ses études et au risque de le confronter à un échec qui sera probablement violent pour lui. Déjà que sa scolarité collège a dû être compliquée
puisqu'il a fini à 10, et qu'il faudrait savoir comment est-ce qu'il a fini à 10. Est-ce qu'il a commencé au-dessus ou au-dessous de 10 déjà, pour vraiment avoir un regard. Mais est-ce que... Pour l'instant, je tente de me prévenir de préjugés de la capacité intellectuelle de quelque élève que ce soit, qu'il soit bon ou moins bon. Mais par contre, la première question que je me pose, c'est oui, est-ce que les élèves sont accompagnés? Est-ce que si je donne des devoirs, ils seront tous en mesure de les faire? Pas parce qu'ils sont capables, parce qu'ils ont des parents qui s'assurent qu'ils les font, parce qu'ils ont quelqu'un qui les accompagne pour les faire s'ils ne comprennent pas. Enfin, voilà. Comment est-ce que je sais que mes élèves... Mais vous ne le saurez pas. Mais non, effectivement. Mais et vous ne le saurez pas plus pour un élève de milieu favorisé, monsieur. Ah non, pas complètement, ça on est d'accord. Mais par contre, pour un élève de milieu favorisé, on l'orientera vers la seconde générale. Ah, vous dites milieu favorisé, vous avez dit prof tout à l'heure. Oui, mais peut-être que ce qu'on présume, c'est que les profs accompagnent. Excusez-moi, mais c'est les élèves, c'est les enfants de profs qui réussissent le mieux à l'école, donc. Oui. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont... Parce qu'ils ont les clés. Voilà. Parce qu'ils ont les clés. Et peut-être parce qu'ils sont mieux soutenus aussi. Parce que les parents des enfants défavorisés sont peut-être aussi... mais on préjuge, je présumerai d'aucune... Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'il faut préjuger, il faut partir sur un postulat pour explorer la chose. C'est ça que je me dis. Et je ne veux pas partir du postulat que l'enfant défavorisé est moins intellectuellement doté que quelque autre enfant que ce soit. Par contre, son contexte est peut-être moins stable. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les enseignants ne rentrent pas dans cet a priori du contexte moins stable et moins fiable. Parce qu'en fait, vous ne le saurez pas et vous ne pourrez jamais le savoir. Et parce que dans des milieux favorisés, le contexte n'est pas forcément plus stable et plus fiable dans la durée. Oui. C'est compliqué, hein. Mais... Je veux juste rebondir justement parce qu'en fait, je parlais de ma propre expérience. Je suis l'exemple concret, c'est-à-dire que j'étais une élève d'un milieu ouvrier avec des parents immigrés, donc avec des difficultés d'apprendre, je n'étais pas accompagnée. Et j'ai eu une scolarité au collège qui était très très moyenne. Et en même temps, si on m'avait entre guillemets jugée à ce moment-là, on m'aurait proposé en effet une orientation professionnelle. Et les professeurs m'ont laissé passer en secondaire, au lycée. J'ai fait une scolarité pas excellente, mais correcte. Et petit à petit, j'ai progressé et je suis allée en faculté. Et je pense que si on ne m'avait pas laissé cette chance, je ne serais pas aujourd'hui ici. Donc en fait, il faut en effet éviter les clichés parce que même quand on n'est pas accompagné de parents, mes parents n'ont jamais payé de cours. Et en fait, j'ai juste travaillé et progressé parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont accompagnée. Et puis de moi-même, ensuite, j'ai évolué par la maturité. Donc c'est peut-être l'exemple que je voulais donner. En effet, il faut leur laisser une petite chance d'évoluer. Voilà. Vous savez, en faisant ce travail, nous nous sommes rendus compte que pour orienter les élèves en SECPA, il était très souvent utilisé un volet social. Un volet social pour orienter les enfants, les élèves en SECPA. Et dans nos moments de provocation avec Jean-Paul Delahaye, on disait souvent au début de la présentation de nos travaux, est-ce que vous croyez que pour orienter les élèves en classe CHAM à horaire aménagé musique ou en classe européenne, on utilise un volet social? Voilà, c'est ne transformons pas les choses. Nous n'avons pas besoin d'un volet social pour orienter des enfants parce qu'ils vivent des conditions particulières, parce qu'ils vivent de milieux défavorisés. Arrêtons de leur coller cette étiquette de milieu défavorisé sur le front. Vous le lirez dans les parcours scolaires des enfants de milieux très défavorisés qui sont là. Le premier d'entre eux, lisez juste le parcours scolaire du premier d'entre eux. Vous verrez, il n'émerge qu'à l'âge adulte, après être passé par l'armée, par l'école de la seconde chance, tout ça, une fois qu'il est complètement sorti de son milieu d'origine, qu'il s'est séparé de sa famille, et c'est là qu'il émerge. Mais parce qu'en fait, on se rend compte que cette étiquette milieu défavorisé, elle est terrible. Elle empêche d'orienter les enfants comme ils pourraient être orientés s'ils n'avaient pas cette étiquette-là. Un dernier exemple que j'entends trop souvent, c'est les parents du Quart-Monde, là, que nous rencontrons, avec qui nous travaillons à la Télé Quart-Monde, nous disent, écoutez, moi je vais aller rencontrer le directeur de la SECPA
avec l'aîné de la fratrie. Il m'a dit, c'est bien que vous veniez, parce que de toute façon, je vais tous les avoir, vos enfants. Donc c'est bien que vous veniez me voir. Non, mais comme s'il y avait une prédestination, là, tous les enfants. Et cette maman qui me dit, ben moi, j'ai 4 enfants. Les 3 aînés sont allés en SECPA. Le 4e n'y est pas allé, mais il n'a pas le même nom que les autres. Voilà. Donc ça, vous voyez, il faut que ça change. Ça, moi, je m'excuse, mais voilà. Allez-y, madame. Bonsoir. Je suis une retraitée de l'éducation et toujours syndiquée dans un syndicat de la FSU. Voilà, il y a Gérard Asquiri est un de mes collègues. Oui, qui travaille avec nous. Moi, il y a trois éléments qui vont me pousser à faire cette réflexion, qui ne sera peut-être pas une question pour vous, mais enfin que je désire quand même énoncer. Voilà, le premier exposé, avant votre présence, faisait mention donc de 50% d'élèves qui sont, qui réussissent à l'école, donc il y en a 50% qui ne réussissent pas. Et des éléments de votre exposé aussi, donc on voit bien ce dernier tableau, pas ce dernier tableau, l'avant-dernier, des éléments de votre exposé montrent les pourcentages très élevés d'élèves de milieux défavorisés dans la grande pauvreté qui ne réussissent pas. Alors ma réflexion, elle est plus politique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que s'il y avait plus de pauvreté, on peut rêver, ou moins de pauvreté, on serait peut-être mieux à l'école. Quand je regarde les éléments statistiques, par exemple, du nord de l'Europe, des pays nordiques, où il y a sans doute un investissement dans le social beaucoup plus important, il y a moins de grande pauvreté, eh bien, évidemment, la Suède, la Norvège, la Finlande, ils ont des taux de réussite scolaire, d'apprentissage de la lecture en fin d'école bien meilleurs. Mais c'est vrai que les niveaux sociaux sont largement plus compensés, en tout cas, plus complété, plus pris en charge. Alors je me dis, est-ce que votre rapport, un de plus, j'en ai connu d'autres avec avant, Madame Van Zanten, je la connais, est-ce qu'il ne tape pas à côté de la cible? Est-ce que vous n'êtes pas le Xème médicament générique pour une école qui pourrait mieux se porter ou qui pourrait enfin se regarder un peu dans un miroir, avoir une image plus positive? La formation des enseignants, moi, ça me fait mal en ce moment. Je sais bien, ici, il y a plein de jeunes enseignants en herbe. Quand je vois à quoi ça a été réduit il y a quelques années avec le ministre de Sarkozy, et puis maintenant, bon, on essaye de s'en relever, mais c'est pas terrible. Je me dis qu'il faut beaucoup plus de temps pour former un enseignant. Il faudrait l'aider à la base. Ça aussi, ça permettrait de faire entrer dans l'école des enseignants qui ont connu la grande pauvreté, comme la jeune personne qui vient de parler avant moi. Voilà, moi je me dis, tout ça, c'est quand même à regarder à travers un angle plus large que celui de l'école, c'est-à-dire celui d'une politique sociale et d'une politique tout court. Merci. Mais évidemment, j'aurais pu démarrer mes propos en vous disant que c'est un scandale que la 6e puissance mondiale accepte d'avoir 8,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bien sûr que c'est un scandale. Mais il faut bien prendre des choses par un bout. Et pour moi, l'éducation, enfin, j'en suis tout à fait persuadée, je pense que vous aussi ici, l'éducation, c'est essentiel dans une société. Quand l'éducation ne marche plus bien, c'est une société qui va mal. Donc c'est aussi pour ça que nous avons voulu travailler là-dessus. Mais je ne vous ai peut-être pas dit au début, nous avions travaillé au CESE sur la loi de refondation de l'école de la République, et ce travail vient dans la suite d'un travail sur les inégalités à l'école, sur la loi de refondation de la République, et de dire, pour une fois, c'est positif, c'est de dire, il y a des écoles où ça marche dans notre pays, regardons ce qui marche et montrons que c'est possible aussi. Alors après, c'est très compliqué, hein, quand on a des enfants dans une classe, que sur 17 enfants, certes que 17 parce qu'on est en REP+, mais sur les 17 enfants, il y en a 4 ou 5 qui vivent à la rue ou dans la voiture avec les parents, c'est clair que c'est compliqué pour les enseignants. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, il faut bien prendre les choses par un bout. Et moi, je pense que le bout de l'éducation, c'est ce qui peut faire bouger notre société. Merci. Avant de donner le micro aux collègues, j'aimerais lire en fait les derniers mots de ce rapport, que si vous n'avez pas encore téléchargé, vous
Vous irez donc télécharger rapport Grande pauvreté et réussite scolaire sur un moteur de recherche, page 165. En 1992, nous l'avons rappelé, était publié un premier rapport Grande pauvreté et réussite scolaire. 23 ans après, dans un contexte d'aggravation des inégalités sociales et scolaires, notre mission rend des conclusions finalement très proches de celles de 1992. La résistance à la démocratisation de la réussite est donc très forte. Est-il permis de former le vœu qu'il ne sera pas nécessaire de commander un troisième rapport dans 23 ans, en 2037, pour constater les mêmes problèmes? Dernier paragraphe. Osons être inégalitaires en moyens pour être égalitaires en réussite et au fatalisme, préférons la solidarité pour une école inclusive et la réussite de tous les élèves. Voilà, donc c'est des mots là aussi peut-être avec un petit peu d'humour grinçant, mais qui veulent bien dire ce que vous disiez, donc une sorte de fatalisme, mais par ailleurs une volonté de continuité, et notamment de chacun d'entre nous, dans nos missions, dans nos milieux. Je vous donne le micro. Jean-Paul Delahaye l'a bien dit dans la vidéo que tu as présentée. Et dans son rapport, donc page 14, il dit « Même si cette question blesse nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, aurions-nous collectivement une préférence pour l'inégalité ?» C'est-à-dire que la mixité sociale, tout le monde en veut, mais jamais pour ses propres enfants. Si c'est un peu ça, quand même. Oui, bonsoir. Yves-Laurent Meunier, je suis proviseur adjoint dans un lycée du Sud-Gironde. Lycée rural et anciennement professeur des écoles et directeur d'école en Gironde. Je souhaitais réagir et simplement peut-être accompagner monsieur que j'ai entendu au regard de ses représentations de ce qu'il nous a présenté. Je suis sur un territoire où on essaie de s'employer tous les jours à accompagner l'accès du plus grand nombre d'élèves en lycée général. C'est un territoire où simplement à peine plus de 50% des élèves de 3e sont orientés en lycée général, là où on devrait atteindre pas loin de 70%. Simplement pour illustrer ça, tous ces élans de démocratisation, vous l'avez dit, c'est-à-dire ça va au-delà d'une massification, c'est pas accueillir pour accueillir, c'est s'adapter pour accueillir. Tous ces élans de démocratisation se sont tous soldés par un maintien des taux de réussite au diplôme, notamment au baccalauréat. Il n'y a rien objectivement qui puisse conduire, qui puisse étayer un préjugé en disant j'ai peur que cet élève n'y arrive pas. Voilà. On se donne peut-être encore 5 minutes, puis après on va se libérer, puis libérer Maria Ledgrar. Est-ce que vous avez des commentaires, questions? Lisez ce rapport. Et moi, je l'ai relu attentivement avant de faire cette présentation. Notamment à la page 28, il y a un témoignage assez éprouvant qui parle de la broyeuse, cette broyeuse en fait de la grande pauvreté. Les symptômes aussi sont des choses qui peuvent nous intéresser, nous, quand on est en classe, pour connaître ce que seraient ces symptômes de la grande pauvreté, parce que bien souvent, elle est tellement discrète en fait qu'elle n'apparaît pas forcément. Donc il y a une liste de symptômes nous permettant d'essayer de lire ce que peuvent être les éléments permettant de formuler les hypothèses d'un élève qui serait dans cette grande pauvreté. On parle également de pauvreté culturelle, Madame Grard en a parlé, pauvreté économique mais aussi culturelle, et là c'est les codes d'accès bien souvent, les codes d'accès puis les codes langagiers qui permettent d'accéder au savoir, aux consignes qui mettent en activité les élèves et donc en activité et donc finalement en réussite. La seconde partie de ce rapport, après avoir fait le constat, c'est quand même des leviers. Il y a 4 leviers. Il y a quand même un grand nombre de préconisations, dont un certain nombre sont des préconisations d'ordre professionnel, quel que l'on soit dans la profession, donc professeur des écoles, collèges, lycées, CPE, dans la direction, mais aussi dans l'inspection, donc un bon nombre de préconisations. Et page 68, j'ai relevé cette phrase, certains choix pédagogiques creusent les écarts. Certains choix pédagogiques creusent les écarts entre les élèves. Donc, nos propres choix pédagogiques à nous, enseignants, avec la liberté pédagogique qui est la nôtre et que le système nous donne, ont finalement une influence néfaste, une influence d'inégalité sur ce que nous faisons dans notre propre enseignement. Donc ça, c'est peut-être une réflexion à avoir, et plus qu'une réflexion,
un rétropédalage nous permettant de concevoir ce que cela signifie. Et là, il faudrait donc aller, si vous n'avez pas le temps d'y aller directement, à la page 105 où on a un tableau présentant les éléments de ce qu'on appelle la pédagogie explicite. Et l'explicitation de cette pédagogie me semble là aussi assez fondamentale. C'est à la page 105, autour de la page 100, vous trouverez ça, sur ces éléments d'ordre pédagogique. Page 111, Madame Grard l'a rappelé, je crois que c'est un point absolument essentiel. Parce que c'est vrai ce que vous disiez, monsieur, sur la démocratisation, il ne s'agit pas non plus d'avoir une sorte d'angélisme, poussant tout le monde au bac, puis à la licence, puis au master. Puis... Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse de ça. En revanche, il est bien dit, alors je ne vais pas vous embêter avec une citation longue, mais page 111, ne pas limiter les exigences. Ce n'est pas parce qu'en fait un élève vient d'un milieu pauvre qu'il faut appauvrir les enseignements ou les apprentissages. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ne pas limiter les exigences. Alors, 3 pages qui parlent de la formation en SP, sur des préconisations notamment assez importantes, notamment dans le cadre du tronc commun, parce que certains ont des choses à dire sur le tronc commun. Pendant 2 ans, j'étais en charge du tronc commun, donc j'ai beaucoup de choses à dire et à faire. Mais Jean-Philippe Ayrault qui était là, prend désormais en charge le tronc commun. Et c'est vrai que sur les 3-4 pages de préconisation sur le tronc commun, ma foi, il y a des choses un petit peu qui me remuent en tant que formateur à l'ESP, parce que le rapport met le doigt là où il faut, c'est-à-dire là où il ne faut pas, disant, c'est à la page 131, disant en fait que l'ESP tel qu'il a été recréé après 10 ans de suppression, il faut bien dire les choses comme elles sont, ou en tout cas de diminution de ces effets de formation, a été créé en mettant les ME1, que vous êtes peut-être, les étudiants qui passent le concours en état de bachotage. Alors le mot de bachotage, bien sûr, est un gros mot, il n'a pas été employé, mais en état en fait de réussite aux épreuves d'admissibilité puis d'admission, et finalement très très loin des réalités concrètes de la situation d'apprentissage. Et puis lorsque vous êtes en M2, c'est le rapport qui le dit, page 131, vous irez vite voir ce soir si je ne dis pas des bêtises. Là par contre, le stagiaire qui a réussi son concours, l'étudiant qui a réussi son concours, il est en voie de titularisation, et dans la nécessité de faire ses préparations, de préparer ses travaux, de corriger ses copies pour le lendemain ou pour la semaine. Autrement dit, il est un peu le nez dans le guidon et n'a pas cette distance, cette sérénité lui permettant d'avoir enfin, sérénité, d'être finalement dans la réalité du contexte d'enseignement. Et puis peut-être qu'à l'université, où on est dans le milieu universitaire qui apprend des contenus disciplinaires, et pas forcément le fait que ces contenus disciplinaires n'ont de sens que lorsqu'ils sont appris par des élèves dans des contextes d'enseignement, eh bien, on n'a pas non plus forcément la réalité que le plus important dans l'enseignement, c'est pas l'enseignement, mais c'est l'apprentissage, le fait que les élèves soient en capacité d'apprentissage. Et le contexte qui est révélé par le rapport sur la grande pauvreté met le doigt sur cette grande pauvreté qui est en fait un élément qui interdit au moins à 10% de ces élèves, pour des réalités que l'on sait de pauvreté économique ou culturelle, d'avoir accès aux apprentissages, et finalement les met en dehors d'un système scolaire qui alors ne peut devenir qu'inégalitaire. Alors, un rapport puissamment important à tout niveau, mais aussi parce que c'est un rapport en fait qui donne des préconisations et qui donne, pas dire de l'espoir, mais qui donne des éléments en fait très concrets au-delà du misérabilisme ou au-delà de une sorte de fatalisme, donne des éléments très concrets de remotivation et surtout de redéploiement professionnel, de la posture professionnelle et de l'acte pédagogique ou de l'acte en fait professionnel qui est le nôtre à quelque place que nous ayons dans le système. Alors, je vais, en votre nom, clore bien sûr la séance, à mon nom propre. En votre nom, remercier très très chaleureusement Marie-Hélène Grard d'être venue. Merci beaucoup.